Salut Raphaël. Bonjour. Je te remercie de nous accueillir chez toi. On est donc chez Raphaël Colici, pas loin de l'Odève. Tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais ici? Parce que c'est, je trouve, assez exceptionnel. Je te remercie vraiment de nous accueillir comme ça. Alors, on est là devant un merveilleux pistachier. Magnifique. Hein, Elles sont d'ailleurs mûres, oui. C'est-à-dire qu'on peut les manger là en verre. Oui. Et si on les laisse progresser, eh bien, elles seront un peu plus craquantes et délicieuses. Alors, plus globalement, on est au milieu d'une quinzaine d'hectares cultivés, où principalement on a planté des oliviers. Alors, avec bien sûr un conservatoire de plus de 300 variétés. D'oliviers. Donc on vient de traverser le champ, aucun arbre n'est pareil. Oui, il y a une variété. Chaque arbre, c'est une variété différente. Voilà, et ça nous permet de faire des huiles de monocépage et donc d'avoir des goûts vraiment différents, de les adapter en cuisine, hein, avec du poisson, des viandes, des légumes et même des fruits, puisque j'ai des variétés qui est légèrement sucrée, donc on peut faire aussi accompagner des sorbets. Alors dis-moi, l'histoire extraordinaire ici, on va revenir vraiment sur la diversité qu'il y a ici, qui est juste absolument extraordinaire. C'est surtout que c'était un terrain où tu n'étais censé rien faire. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était à l'origine? Oui, il y a 16 ans, on cherchait des terres pour cultiver. Et on nous a vendu celle-ci, mais je n'ai pas pris conscience sur le moment que ça allait être très difficile. Alors, les premières analyses que la Chambre d'agriculture nous a demandées ont montré qu'il n'y avait pas de matière organique, d'une part, mais surtout qu'il y avait 4 d'acidité, puisque toutes ces terres sont donc des carrières où, pendant des siècles, les gens d'ici ont extrait cette pierre pour faire des meules, pour aiguiser les outils agricoles. Et ça avait même du succès, puisque c'était vendu en France, bien sûr, mais en Espagne et en Italie. D'accord. Et donc ce terrain, il était dit stérile? Oui, alors dès qu'on a essayé de faire des trous pour planter les premiers oliviers, la pelle mécanique est repartie, parce qu'à 40 cm était la roche-mère de ce grès. Et la personne a dit: je ne vais pas vous faire dépenser d'argent et moi je ne veux pas casser ma pelle mécanique. Donc voilà, il est parti. Et j'ai trouvé un jeune qui venait d'acheter un tracto et qui avait besoin de travailler. Et petit à petit, on y est arrivé. Et alors dis-moi, comment en partant d'un sol stérile, globalement, tu as pu, alors dans les grandes lignes, hein, arriver, on va le visiter petit à petit, mais à un verger conservatoire qui est assez unique, on va dire, en termes de variété? Alors, je crois qu'il a fallu beaucoup de ténacité pour que ce sol commence à donner des signes de vie. On a planté de l'engrais organique, mais ça jaunissait. Et on a planté des céréales comme l'avoine, parce que c'est pas cher. Et on a enterré, et au bout de la 4e fois, il y a un grain qui est venu. Et à partir de là, il y avait un auto-ensemencement. Oui, un cercle vertueux, voilà, qui était relancé. Qui était relancé, d'une part. Et puis, j'ai mis beaucoup de déchets végétaux qu'on avait par rapport aux récoltes. On avait d'autres vergers, hein, d'oliviers, en bas, là, dans le ravin. Et donc, tous ces déchets végétaux, on les mettait sur les premières plantations. Et au bout de 5-6 ans, on a eu de l'herbe. Un peu d'herbe, et pareil avec le cover crop, voilà, on a enfoui sur 5 cm bien sûr, et petit à petit on a vu que nos plants d'olivier, ils poussaient, ils faisaient les premiers fruits, et on y a cru tout le temps, on a toujours fait des apports, et maintenant après 16 ans, donc vous voyez, il y a 1300 oliviers, ils sont en pleine production, ils sont jolis. Eh bien, les premières oliveraies, on prend maintenant un peu de terre parce que de l'humus s'est formé, et on en met quelques poignées, quelques seaux auprès des nouveaux arbres qu'on a ensemencer voilà, les arbres qu'on met actuellement. Ouais, ce que je trouvais beau dans ton témoignage, c'est que finalement, en partant d'une terre stérile,
40 cm la roche-mère, autant dire que dès qu'il pleut, ça sature complètement, j'imagine. Oui, oui, l'eau stagne. L'eau stagne énormément. Le cerisier n'aime pas, ni l'olivier d'ailleurs. Mais en partant de ça, avec de la ténacité et avec de l'endurance, finalement, tu as réussi quand même à avoir un sol qui permet un développement correct des arbres. Oui, mais j'ai pas le choix. Hein. Oui, oui. On s'est installé, on a planté, et maintenant il faut donner de la nourriture. En bio, en biodynamie. Alors la biodynamie, bien sûr, vu qu'on travaille sur le sol, voilà, sur le terrain en fait. Hein. Et donc on va aller beaucoup plus vite que s'il a fallu mettre des tonnes d'engrais futiles bio. Oui, non, c'est ça. Souvent dans l'imaginaire, on pense que quand on va mettre de l'engrais, on va aller beaucoup plus vite. C'est faux. C'est complètement faux. Tu me citais l'exemple d'un voisin finalement qui a balancé des quantités énormes d'engrais Oui. et qui a un résultat qui est moindre que le tien. On a commencé ensemble et il me disait que voilà, je travaillais à l'envers, qu'il fallait d'abord mettre 50-60 tonnes d'engrais chimiques et que jamais j'aurais rien, etc. Et lui, on a planté la même année et lui, ses oliviers sont moitié moins gros et produisent 2 fois moins. Okay, on va et il a de la bonne terre. Et il a de la bonne terre par rapport à toi. On va aller se balader un petit peu pour voir un petit peu les différentes variétés que tu as. Avec plaisir. Bon là Raphaël, on est devant quelque chose d'assez exceptionnel. Je viens de le goûter là, c'est un fruit, tu peux me dire son nom là? Alors c'est le fruit de l'aziminier, c'est donc une azimine, on l'appelle communément aux États-Unis la mangue banane, parce qu'effectivement elle a le goût des deux. Bah, le goût oui, c'est entre la mangue, la banane et avec un côté crémeux en plus. Donc c'est une mangue banane crémeuse, c'est absolument fabuleux comme fruit. Moi je dirais même, puisque tu es catalan, crème catalane. Ouais, crème catalane, ouais, tout à fait, j'apprécie. Et là on voit cette générosité. Cet arbre-là, c'est un arbre par exemple que tu as introduit en France. Tu as été le premier à l'amener en France. Oui, avec, voilà. Disons qu'on lui a donné une autre dimension, déjà en créant ce premier conservatoire, oui. Hein, où on a une quarantaine de variétés. Et mon fils, la pépinière du Bosc, en vend depuis très longtemps et a fait connaître ce fruit à tous ses clients et il a un grand succès avec ce fruit. Et c'est un fruit qui est particulièrement intéressant parce que je crois qu'il résiste à des froids assez intenses, non, c'est ça? Alors, c'est un fruit sacré hein, des Indiens d'Amérique qui certainement ont dû l'amener avec eux à travers le détroit de Bering en venant d'Asie. Et donc ce fruit, au départ certainement tropical, s'est adapté au fil des siècles et des millénaires pour donc être maintenant cultivable en zone tempérée. Et moi j'ai eu moins 18, ça n'a pas bougé, et je crois qu'il peut aller jusqu'à moins 20. On m'a parlé de moins 20 effectivement. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui se languissent des fruits tropicaux en France, là on a par exemple un fruit qui est quasiment inconnu. Nulle part tu trouves des azimines. Ah non, et puis une fois que quelqu'un a goûté à ce fruit, il en tombe amoureux. Alors je voudrais mettre en garde les amateurs de fruits rares et de fruits qui ont du goût, qu'il faut un peu de patience. Oui. D'ailleurs, dans leur symbole, les Indiens Papao ont ce fruit et cet arbre qui leur apprend la patience parce que il met 5 ou 6 ans avant de vraiment démarrer. Et donc vous pouvez vous impatienter, surtout maintenant avec les variétés modernes, on a des variétés qui donnent des fruits au bout de 2 ans. Et bien là, il faut un peu plus, il faut au moins 5 ans. Mais alors quand ça commence à produire, c'est énorme. Voilà, c'est énorme parce que... Ce sont des arbres, quoi, tu me disais qui ont 10 ans, mais sur un terrain qui est très mauvais. Donc oui, ici nous, on n'a pas de terre. Et c'est pas une celui-ci, non, celui-ci il a 7 ans. 7 ans. 7 ans, et là, tu as je ne sais pas combien de kilos de fruits. Ah oui, mais cette année, ce n'est pas une bonne année. Hein. Ouais. Il y a 2 ans, on avait des cajots, on remplissait les cajots. Hein. Oui, et puis c'est vraiment un fruit alors, nourrissant, remplissant. Effectivement, ça a le côté fruit exotique. Tu sais, ça fait penser à des fruits d'Asie. Ah oui. Ce côté plein, entier, crémeux, sucré à la fois, c'est juste... oui, ça vous emporte ailleurs, dans le rêve. Fabuleux, fabuleux. Voilà encore un fruit qui est complètement ignoré et qui pourrait être répandu, qu'on pourrait cultiver partout en France. Bien sûr, il faut un peu d'ombre au départ. Ouais, voilà. On oublie que malgré le sucre de ce fruit, pour qu'il pousse au départ, il faudrait
l'ombrager un petit peu. Oui, parce que c'est un fruit qui est natif des forêts du Nord-Amérique un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme tu me parlais aussi des agrumes. Tu me parlais du mandarinier, par exemple. C'est intéressant ce que tu disais, parce qu'on a tendance à les mettre en plein soleil, alors qu'en fait, tu me disais, c'est pas du tout ça. Le biotope de l'agrume était, il y a 5000 ans, dans la forêt primaire. Et c'est un peu pareil pour ce fruit. Il a besoin d'un peu d'ombre pour se développer. Et je pense que jusqu'à 10 ans, il faudrait le protéger. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Oui, en mettant des ombrages artificiels, des choses comme ça. Oui, voilà, de l'ombrière. Et ça, de connaître aussi le biotope normal des fruits, ça permet de ne pas faire d'erreur quand on les fait pousser. Et voilà, de savoir où est-ce qu'ils poussent en vérité. Ben, c'est comme nous, hein. Oui. Quand on connaît nos origines, ça va mieux. Allez, on va continuer la balade. Voilà, on est dans ce que tu appelles le jardin d'Éden, c'est ça? Oui, j'ai voulu, dans ce lieu autour du puits, eh bien, réaliser le meilleur de chaque collection de fruits. Donc là, on est devant le meilleur kaki. Ensuite, il y a le meilleur abricot, à mon goût, hein, bien sûr. Ça, c'est... Hein, le goût de rhum qui revient. Exactement. On dirait des raisins trempés dans le rhum. C'est rhum raisin. Juste ça. C'est extraordinaire. Voilà, rhum cognac. Hein. Rhum cognac, ouais. Oui. Et c'est... Donc, qu'est-ce que c'est comme variété de kaki? Alors, c'est déjà un Virginiana. Voilà, c'est Diosporos virginiana. Voilà, et là, c'est le Meader. Le Meader. Et d'ailleurs, qui est... On voit, ça fait des grappes surabondantes. Hein. Oui, on en mange depuis déjà un moment. Ah. Et là, c'est la fin. Et il reste encore pas mal de récoltes. Alors dis-moi, ce qui me paraît intéressant dans les arbres que tu as aussi, c'est que ce sont des arbres, des variétés relativement anciennes. Et bon, on en parlait tout à l'heure par rapport à la capacité d'adaptation au sol, la capacité à donner du fruit dans des conditions climatiques qui évoluent énormément. Ça, c'est aussi un vrai challenge. Alors, ce qui est intéressant avec toutes ces vieilles variétés, c'est que d'abord, elles ont du goût, hein, tu as pu le remarquer. Voilà. Ensuite, je ne peux pas ne pas le remarquer. Elles sont résistantes aussi bien à la chaleur que résistantes au froid. Ce Meader, il résiste à moins 30. C'est quand même particulier. Ensuite, ils ont une telle rusticité, alors je ne sais pas si c'est les feuilles qui dégagent ou si c'est leur génome en fait, hein. Eh bien, il n'y a pas de maladie. Alors c'est fabuleux, on n'a pas besoin de traiter. Et je crois que l'économie agricole de demain doit être faite avec ces paramètres, hein, par rapport à l'environnement, par rapport aux nappes phréatiques et aussi par rapport à la santé des êtres humains. Oui, bien sûr, parce que tout ce qu'on ne balance pas sur les arbres, ben, on ne l'avale pas non plus. On le reçoit après. Ouais, et donc sur ces variétés anciennes, c'est vraiment le challenge aussi, c'est d'avoir à la fois des variétés goûteuses et avec une résistance hors pair. Mais par contre, il faut retrouver tout le patrimoine. Comment tu as fait toi pour retrouver tout ce patrimoine? Alors, c'est très long, hein. Et puis il y a des associations comme Fruits Oubliés. Voilà, on est là aussi pour voilà, Fruits Oubliés. Hein. Et Croqueurs de pommes. Et puis il y a aussi, de par la France et de par le monde, énormément de gens qui veulent préserver leur culture en fait. Ils sont fiers de garder leur patrimoine intact. Et malheureusement, on s'aperçoit quand on chiffre ce qui reste, eh bien 75% de la biodiversité cultivée a disparu. Ouais, donc raison de plus pour se battre d'arrache-pied pour les 25% qui restent. Voilà, et en France, on a une diversité de climats, de sols, de terroirs. Et en fait, je suis persuadé que si la France a été un des plus grands pays pour la cuisine, c'est parce qu'il avait à sa disposition des milliers et des milliers de variétés et que les cuisiniers, les cuisinières avaient à leur disposition énormément de choix en fait. Maintenant, on n'a plus le choix. C'est vrai qu'on parle de culture, souvent on parle de culture littéraire, culture artistique, les danses folkloriques, les habits folkloriques, et on oublie qu'en fait la première culture c'était déjà les semences propres à un pays. C'est ce qui faisait l'identité. Et oui, c'est ça la base de l'agriculture, et c'est ce qui a fondé notre alimentation. Hein, c'est cette biodiversité que nos ancêtres ont mis 10 000 ans à adapter au climat et à adapter au sol voilà, de chaque région. Hein, parce que aussi bien on s'aperçoit que
une pomme, même de la même variété, c'est pas la même suivant le terroir. Oui, parce que le sol fait énormément du goût des pommes. Voilà. Je me souviens avoir goûté moi par exemple des Golden dans le Limousin, et je m'étais dit, je comprends pourquoi c'est la pomme du Limousin, parce qu'elle a un goût là-bas qui est incomparable. Et donc avec l'association Fruits Oubliés, par exemple, c'est vraiment ce que vous mettez en valeur. C'est-à-dire vous portez ça, oui, il y a Fruits Oubliés, il y a Croqueurs de pommes, ce sont des associations, quels sont leurs buts? Eh bien, c'est de préserver cette biodiversité fruitière, et dans chaque région, les comités eh bien, font un inventaire des ressources locales. Donc et ensuite, des variétés propres à cette région. Voilà, et bien sûr, souvent, ce sont des ouvrages littéraires hein, de Linné ou d'autres grands écrivains qui ont mis en mémoire ces variétés. Et donc, on peut se référer à des livres, on peut se référer aussi à des gens qui ont de l'expérience. Par exemple, Pierre Racamon est une vraie bible pour nous, les arboriculteurs, puisque Pierre Racamon a pendant longtemps sauvegardé la biodiversité fruitière et il enseigne encore dans le Vaucluse et dans PACA des stages et il forme les jeunes générations. Donc vous voyez, il y a aussi ce capital humain hein, de personnes qui ont engranger des connaissances par rapport aux variétés de fruits, par rapport à leurs modes culturaux. Et ce qui me semble important, et ce que j'essaye de faire aussi, c'est quand je sauvegarde une variété, j'aime bien sauvegarder l'usage. Oui, par exemple, la mémoire de... oui, parce que un fruit, c'est fait pour être mangé, mais avant d'être mangé, on peut aussi le cuisiner ou l'adapter. Utiliser d'autres parties de l'arbre, voilà. Par exemple. Souvent, il y avait de multiples usages. Et c'est vrai que souvent aussi, quand on s'intéresse à ces plantes qui sont un petit peu en voie de disparition et qu'on essaie de réhabiliter, on rencontre aussi souvent des espèces d'encyclopédies vivantes, des hommes de savoir finalement assez... Enfin, bon, je pense tout à l'heure, on évoquait Maurice Chaudière, par exemple, des gens comme ça, qui ont un savoir encyclopédique, fait d'expériences de terrain aussi, qui est juste fabuleux. Donc c'est une aventure complète. Voilà, c'est un tout. Et en fait, c'est notre culture. C'est une autre culture. Allez, on va continuer la petite balade. Mange pas la peau. Hein. Ouais. Ah, moi je la mange, franchement, elle n'est pas si attrayante. Non, mais toi, t'es spécial. Alors là, Raphaël, on est devant un autre projet aussi, hein, puisque quand on parle d'arbres fruitiers, eh il ne faut pas oublier les pollinisateurs des arbres fruitiers. C'est évident. Et les abeilles, c'est extrêmement important. J'en ai vu énormément de ruches chez toi. Et là, ce projet, tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, l'abeille est vitale à l'agriculture. Hein. Les Américains sont mordus les doigts à force de polluer. Eh bien, depuis 2 ou 3 ans, ils n'ont pas de récolte d'amandes et ils perdent des milliers de dollars puisque c'est un gros fournisseur d'amandes de par le monde. Alors, à force de polluer, ils ont détruit et voilà. Et donc, la France, c'est pareil. Il y a trop de pesticides et trop d'abeilles meurent. En plus, le varroa et d'autres maladies font que ça fragilise les ruches et la production de miel. Alors, Maurice Chaudière a travaillé depuis longtemps sur ce projet de mur d'abeilles. Donc, nous avons réalisé le premier en France métropolitaine, avec à la fois des variétés différentes d'abeilles, et puis nous allons installer des pollinisateurs, des plantes qui vont aussi donner de la nourriture et du pollen pour ces abeilles. Et nous ne récolterons pas le miel, voilà, c'est simplement une réserve. Voilà, on leur offre un habitat. Avec des plantes mellifères tout autour. D'accord, pour qu'elles puissent se multiplier déjà, voilà. Et pour qu'elles puissent assurer leur rôle de pollinisation. Voilà, et on en a aux 4 coins de la propriété pour un peu disperser les habitats et aussi favoriser la pollinisation tout autour, parce que vous savez, l'abeille peut aller jusqu'à 4 km. Ah, d'accord. Donc là, on est vraiment dans ton jardin d'Éden. Tu pourrais nous décrire un peu les variétés que tu as par là? Alors, ce sont des variétés un peu rares dans chacune des thématiques. Là, c'est Olea trubolea, c'est une olive un peu sucrée. J'ai déjà réalisé des sorbets avec. Ensuite, il y a donc cette cerise c'est une cerise très précoce dont je n'ai pas le nom, mais qu'on a ici le 1er ou le 2 avril. Ah, et c'est pas un poisson d'avril. Hein. Oui, puis tu es à 400 mètres quand même, voilà. Et ici, en pré-Cévennes, et donc il fait froid. Il fait froid. Ensuite, nous avons le plus vieux yuzu de France. Donc le yuzu, c'est un agrume?
c'est un agrume qui a d'énormes voilà, non mais ce qui est, c'est son goût et son odeur. Il a une odeur très spécifique et il est très prisé par les grands chefs pour cuisiner avec le poisson, pour faire aussi des desserts. Voilà. Là, nous avons un très très vieil abricotier qui a 5000 ans, qui vient d'Arménie, hein, d'où le nom de l'abricotier en latin, c'est Prunus armenica. Oui. Et là, ça fait des tout petits abricots, mais en grappe. Et le long du tronc, c'est vraiment... alors, on l'appelle aussi balle de bousquet. Mais voilà, il est vraiment très, 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 très ancien. Là, on a une amande en forme de cœur, voilà, qui est très intéressante. Ici, c'est une dernière acquisition d'une pêche jaune fluo. Ah. Alors, la couleur m'intéresse beaucoup dans les fruits, puisque plus c'est foncé, plus la couleur est un peu particulière, et plus je vais aller rechercher les anthocyanes. D'accord, tu peux expliquer exactement. L'anthocyanes, ça fait partie des familles des polyphénols, de ce qui est très actif pour la santé. Alors d'une part, je recherche les polyphénols, et d'autre part les anthocyanes, qui vont, voilà, qui sont non seulement pour la nourriture, mais qui vont aussi développer tout ce qui va préserver notre santé et surtout de l'immunité. Voilà. Alors, j'ai choisi pour représenter les vignes, ma collection de plus de 620 variétés de raisins de table. Celle que j'ai trouvée la plus étonnante est la vigne des Babyloniens, qui a 6000 ans, et qui, les grappes font de 80 à 1 mètre. De long ? Centimètres, oui. Alors c'est un petit raisin blanc, mais que je trouve un peu fragile. Voilà. Alors là, ce n'est pas des vraies grappes, c'est les grappillons, oui, puisque on a déjà récolté. Et ensuite, l'autre vigne qui est là, qui est par contre celle-ci très très bonne au goût, c'est la vigne de César, d'il y a 2000 ans. Et là, c'est un grain très allongé en forme de téton et qui est très craquante. On sent que la peau est épaisse, il n'y a pas de maladie. Et voilà, c'est vraiment exceptionnel. Oui, et alors la chose que je remarque là, c'est que tu as combien de variétés de raisins? Tu dis 650 630, un peu plus, voilà. Et c'est vrai que pour la plupart des personnes qui vont écouter cette vidéo, quand tu as du raisin de table, tu as le blanc et le rouge. C'est tout. Et on se rend compte de l'extraordinaire pauvreté finalement. On vit dans un monde où on te dit on vit dans un monde d'abondance, de richesse et tout, mais la pauvreté des denrées alimentaires qui est proposée. Alors il y a toutes les nuances de couleurs. Il y a des rosés, il y a des rouges foncés, des rouges clairs, mais ce n'est pas la question de la couleur. C'est vraiment les goûts. Oui. Les goûts qui sont très différents. Il y a tous les hybrides interdits. J'espère pour pas très longtemps, car fruits... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces hybrides en vigne? Parce que c'est un gros challenge ça aussi. Je sais que Fruits Oubliés milite beaucoup pour ça. Oui, Fruits Oubliés est en train d'aboutir, après plusieurs années de travail, à réhabiliter tous ces cépages qui étaient cultivés dans les Cévennes, un peu partout, et qui ne nécessitaient aucun traitement. Mais ils avaient ce goût foxé, et on les a souvent taxés de vin qui rend fou. Mais là, les études sont en train d'être faites, et il n'y a aucun problème. C'est simplement le lobby du vin qui ne voulait pas que tous ces agriculteurs, tous ces jardiniers, avec 10 pieds de vigne, ils faisaient leur vin pour l'année. Oui, parce que non seulement en termes de productivité, en termes de résistance aux maladies, en termes aussi de multiplication, tu pouvais les multiplier simplement en faisant du bouturage. Donc c'était pas intéressant. C'est des plants directs. C'est des plants directs. Voilà. Alors, on a dans cette gamme de raisins, bien sûr, une trentaine qui sont donc Vitis vitifera, mais on a Vitis labrusca, voilà, qui sont tous ces vins à connotation foxée. Ensuite, j'ai une collection de l'Est de la France qui est venue par l'Allemagne et par la Hongrie. Quand les Turcs ont envahi la Turquie, ils ont amené du sucre dans le raisin. Voilà. Et donc on a des variétés du Nord qui résistent à des températures très froides, mais sucrées, ce qui est rare. Voilà. Ce qui est très, très rare. Donc quand on apprend un peu aussi l'histoire, la géographie
en préservant la biodiversité. Oui, parce qu'en plus, quand on parle de fruits, la plupart du temps, les gens disent ok, dans le sud de la France, vous avez des fruits, mais dans le nord de la France, il n'y a rien. Ben non. En fait, c'est complètement faux. On peut avoir des chiffres dans le nord de la France. Alors, quand j'élabore un conservatoire de chacun des fruits, surtout pour les fruits plutôt méditerranéens, je m'attache toujours à trouver les variétés qui peuvent être cultivées dans le nord de la France, qu'on appelle les variétés du froid. Voilà. Je l'ai fait pour le kaki, pour la grenade, pour les raisins, pour les figuiers aussi. Hein, il y a des figuiers qui sont allés en Suède et ça pousse très bien. Du figuier en Suède. Voilà, je vais vous le faire voir, il est là. Ah, mon âme de Catalan, là, a un peu de mal à le croire, oui, mais là, parce que les meilleures figues sont en Catalogne. Oui, évidemment. Les cols de dame, etc. Ah, les cols des Signoles, là, oui, voilà. Tout à fait. Mais voilà, ce que je trouve bien à notre époque, c'est au lieu de faire venir des fruits à l'autre bout du monde, eh bien, des variétés ont déjà existé et sont adaptées. Vous prenez l'exemple de la cerise. La cerise, on croit que c'est simple, mais non, la cerise, c'est tout un monde. Il y a la cerise anglaise, il y a le bigarreau, il y a la guigne, il y a la griotte, il y a l'amarelle. Tout ça, ce sont des variétés. Et en plus, au sein de ces variétés, il y a encore une déclinaison multiple. Alors, je dois avouer que dans mes recherches, j'ai subi un demi-échec, j'espère pas un échec complet. C'est dans la recherche de cette cerise, la Saint-Fiacre, qui vient au mois de novembre, dans le nord de la France. Une cerise de novembre. Voilà. Wow. On a a avec les enfants il n'y a pas longtemps, ils me disent ah moi je voudrais des cerises à l'automne. Je dis mais voilà. Non, c'est pas possible. Alors, il y a de la griotte de Toussaint, mais elle finit, les dernières finissent fin août. Mais cette variété était cultivée et récoltée. Et je suis allé en Belgique, dans l'Enbourg. Ensuite, des amis ont essayé de trouver ça au Danemark. À chaque fois qu'on m'a dit ça y est, on l'a, une fois qu'on la plante, c'est pas tout à fait ça. Donc, elle nous échappe, certainement due au réchauffement climatique. Mais vous voyez, c'est aussi une autre thématique très importante qu'on a ici, c'est de rechercher les variétés très précoces, comme cette cerise du 1er avril, oui. Et la Saint-Fiacre du 1er novembre. Pour avoir sur toute l'année, et voilà. Avoir du fruit toute l'année. Ou presque. Et là, malheureusement, le sanglier nous a mangé les dernières, mais il y a la Tuchina de novembre qui aurait été mûre le 4 novembre. Voilà, c'est une pêche, etc. Bon, je vais la replanter, mais pour vous dire que la saisonnalité est aussi très importante quand on veut aller vers la souveraineté alimentaire, quand il faut que chacun, au lieu d'acheter 2 burlas, moi j'ai souvent vu dans les magasins, les gens ils achetaient 2 arbres de la même variété. Donc ils ont toutes les cerises en même temps. Voilà, c'est vraiment idiot. Il faut étaler les récoltes et je crois qu'on aura de l'autonomie alimentaire quand on sera capable de mettre toute une gamme, aussi bien dans les pommes que dans les poires, que dans les prunes, que dans les figues, etc. De l'extrêmement précoce à l'extrêmement tardif. Oui, parce que dans les pommes, par exemple, on peut récolter de la pomme de juillet ou de début août avec la pomme de Saint-Jean, puis on peut aller vers des cours pendus, des choses comme ça, qu'on va récolter en avril, quoi. Donc on fait quasiment l'année, quoi. Voilà. Et après, vous pouvez les sécher, oui. Voilà, bien sûr. Alors, pour la figue, on a juste là en face un figuier qui sera mûr juste avant Noël. Voilà. Ah. Qui s'appelle le Petit Noël, d'ailleurs. Le Petit Noël. Voilà. Un figuier mûr juste avant Noël. Voilà, parce qu'il fait 3 fois. Donc juin, août, septembre, août et Noël. Waouh. Voilà. Donc, vous voyez que la nature a prévu. C'est à nous de richesse qui est à redécouvrir. Voilà, et c'est pour ça que quand quelqu'un trouve une variété un peu qui lui semble bizarre, qui lui semble exceptionnelle, dont la saison ne correspond pas, eh bien, qui se rapproche de son association la plus proche que ce soit donc croqueur de pommes ou que ce soit fruits oubliés ou d'autres associations, parce qu'il y en a maintenant beaucoup en France. Le consommateur en a marre de manger du fruit qui n'a pas de goût, plein de pesticides. Et sans principe thérapeutique, sans principe alimentaire, parce que c'est juste de la mauvaise eau. Je tiens à dire, parce que je défends cette cause depuis très longtemps, et je n'avais pas tous les arguments scientifiques, mais grâce à une étude canadienne et américaine, nous savons maintenant que les fruits d'avant 1950 ont jusqu'à 100 fois plus de principes actifs
que les fruits modernes. Et donc ces scientifiques qui se sont penchés sur la question appellent tous ces fruits et ces légumes modernes qui ont perdu beaucoup en anthocyanes, en polyphénol, simplement en vitamines. Et en antioxydants. Ouais, voilà. Eh bien, on les appelle maintenant les aliments creux. Ouais. D'où l'importance d'aller chez votre maraîcher bio qui fait des variétés anciennes, chez votre arboriculteur qui lui va vous donner le meilleur puisque ça a du goût, c'est pas traité, voilà. Et vous allez le payer. Avec des variétés anciennes, on va pouvoir avoir encore du contenu nutritionnel. Bien sûr. Alors même si vous allez le payer 10 ou 20% de plus, ce n'est pas un aliment creux. La mauvaise qualité est toujours trop chère de toute façon. Hein. Et puis là aussi, il y a une aventure. Moi, je le dis souvent à des jeunes que je rencontre qui me disent voilà, je ne crois plus aux valeurs de ce monde. Enfin, je suis un peu. Et là, je dis mais attends, là, il y a une vraie aventure qui t'attend. C'est retrouver toutes ces variétés, planter. Parce que là, tu fais ça pour le bien de tout le monde, quoi, quelque part. Voilà, il faut aussi le productivisme a ses limites, puisque on arrive à produire des tonnages énormes, et puis on ne les vend pas, donc on les écrase, on les brûle. Oui, et voilà, alors qu'il vaut mieux, bien sûr, parce que ces arbres anciens ont un inconvénient, hein, c'est qu'ils produisent moins. Hein, il faut le dire, il ne faut pas cacher, oui, beaucoup, sauf les pruniers peut-être, mais beaucoup d'arbres anciens sont quand même moins productifs, avec des calibres plus petits. Voilà, donc il ne faut pas mentir non plus aux gens, mais la qualité est là. Et voilà. Oui, puis disons que le contenu nutritionnel dans une grappe de raisin ancienne va être équivalent à 2, 3, 4, 5 grappes de raisin beaucoup plus plein d'eau et qui est fadasse. Regardez maintenant les vignerons qui s'attachent à faire de la qualité, eh bien, ils réduisent, ils coupent, ils taillent court, voilà, pour ne pas faire pisser la vigne, mais lui faire donner le meilleur de chaque variété. Allez, on continue notre petite visite. Bon, là, Raphaël, on est encore devant une autre variété de kaki, hein, tu me disais qui vient d'où, celle-là? Elle vient d'Afghanistan, c'est en fait un cousin Diospyros lotus, hein, le kaki sauvage. Et les Afghans ont des forêts, des grandes forêts de centaines d'hectares de cet arbre qui produit des centaines de tonnes. Bah, tu vois, cet arbre est tout petit déjà, et il y a de quoi voilà. manger dessus. Et donc, ils mettent un drap dessous, ils secouent, et ils le font sécher. Et tout l'hiver, ils l'utilisent. Alors les enfants, quand ils partent à l'école, dans une jarre, ils en prennent des poignées au lieu de prendre des marces. Et oui, d'ailleurs, voilà. le goût est plein sucré. Enfin, je veux dire, voilà. C'est extraordinaire comme goût. Hein. C'est riche. Hein. C'est très riche en glucose, hein, avec certainement un Brix autour de 18. D'accord. Brix, c'est quoi? C'est le rapport sucre dans le fruit. Wow, d'accord, ok, extraordinaire. Alors bon, on pourrait y passer des heures, hein, on pourrait en parler pendant des heures. C'est pour ça que j'avais aussi envie que cette vidéo elle soit là pour faire la promotion vraiment des personnes qui croient en la diversité fruitière, qui se rassemblent ensemble. Il y a une association, Fruits Oubliés, il y a une revue, Fruits Oubliés, pour tous ceux qui ont envie de tenter l'aventure des fruits originaux. Tu crois vraiment à cette association? C'est primordial. Hein. Quand M. Catoire l'a créé, eh bien, on a été nombreux derrière cette association et il faut qu'elle perdure parce que c'est de notre patrimoine végétal dont il est question et toutes ces variétés, il faut qu'elles revivent, il faut qu'elles reviennent dans les jardins, il faut qu'elles soient présentes chez les agriculteurs parce que l'agriculture de demain ne pourra pas épargner le fait de ne plus mettre de pesticides. Il va falloir vraiment changer de mode de culture car vraiment la planète est en danger. Ouais, et puis retrouver cette variété locale, enfin, chaque région a ses goûts, ses couleurs, enfin, c'est fabuleux, c'est juste extraordinaire. Voilà, et l'association Fruits Oubliés est ancrée dans de nombreux terroirs et les correspondants, les passionnés, eh bien, nous relatent voilà, des variétés à sauvegarder et c'est ensemble qu'on va réussir à reprendre un peu goût à tous ces arbres et à toute cette biodiversité. Oui, puis il y a des grands rassemblements aussi, Fruits Oubliés, là, et en novembre, il y a un grand rassemblement. Oui, tous les derniers dimanches de novembre, il y a la grande fête de Saint-Jean-du-Gard, la fête de l'arbre, voilà, avec Dimanche Vert. Et oui, parce que là vous avez une concentration de pépiniéristes, vous avez des associations qui vont vous parler de leur travail qu'ils font sur le terrain,
et chacun uni autour de la biodiversité, autour du goût retrouvé. Merci Raphaël, merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour cette dégustation aussi, ça vaut le coup de faire des vidéos comme ça. Je te remercie beaucoup. Merci pour ton accueil.